On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on fait le bilan de la rentrée scolaire au cégep, au collège, où il y a grosso modo 30 de présence dans les murs de l'établissement. Mais d'abord du côté primaire et secondaire, du côté du centre de service scolaire des Hautes-Rivières. Faisons un bilan de la rentrée scolaire parce que c'était un enjeu fort important de l'automne dans le contexte de la pandémie qu'on connaît. Et regardons un peu comment ça s'est passé chez nous au sein du Centre de service scolaire des Hautes-Rivières. Il faut également s'habituer, le nom a changé, on ne parle plus de commission scolaire, mais bien de Centre de service avec sa directrice générale, Dominique Lachapelle. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bon, parce que dans votre cas à vous, contrairement à d'autres commissions scolaires en périphérie de Montréal, on a quand même vécu un semi-retour, disons, au printemps dernier, avec à peu près quoi? 50 des élèves qui étaient revenus? Un peu plus de 50 qui étaient revenus, puis ça s'est très bien passé. Donc, on avait déjà une bonne pratique par rapport à la rentrée. Par contre, rentrer 50 ou à peu près d'une clientèle, puis 100 c'est des mandats qui sont différents. Donc, la préparation qu'on a dû faire pour recevoir nos élèves a été plus longue, plus complexe. Il fallait prévoir plus de choses. On en sait plus sur le virus qu'on en savait. Donc, il a fallu adapter énormément l'ensemble des éléments de travail autour de la rentrée scolaire. C'est pour ça que chez nous, on a fait une rentrée qu'on appelle progressive, où les élèves étaient reçus avec une journée à la fois, tout dépendant des écoles. Ça dépendait des clientèles afin de pouvoir enseigner les bons comportements. Tu sais, les bons comportements, ça veut dire le lavage des mains, s'assurer que les masques sont portés, s'assurer que les distances nécessaires, expliquer et former nos élèves à vivre autrement une rentrée scolaire. Bon, si à la fin mai et au mois de juin, on a été capable d'opérer les écoles avec à peu près 50 de la clientèle habituelle, comment on arrive à le faire maintenant alors qu'on a la pleine capacité de fréquentation? C'est le principe des bulles classe? Est-ce qu'il y a des plexiglas? Bon, le port du masque dans les corridors. Bref, quels sont les protocoles que vous avez mis en place pour 100 de la clientèle? Donc, on a suivi vraiment les protocoles que nous avait envoyés le ministère. Donc, on est en bulle classe, on est en groupe fermé. On élimine le fait que les élèves se promènent et se mélangent dans l'école. Il est certain que ce sont des enfants ou ce sont des adolescents. Il y a peut-être, à un moment donné, des possibilités où ils sont mêlés malgré nous, mais il y a quand même plus de surveillance, plus d'accompagnement, plus d'enseignement des bonnes pratiques en temps de pandémie, ce qui fait que ça se passe relativement bien chez nous. On a dû aussi augmenter au niveau de la conciergerie, donner des tâches à certains travailleurs au niveau de la désinfection. Donc, parce que là, à la dernière fois, on comptait sur les gens du secondaire pour soutenir les écoles primaires. Mais là, présentement, tout le monde est au travail. Donc, on a fallu qu'on regarde l'ensemble des tâches qui étaient données les uns aux autres pour qu'on soit capable de mettre en place ce qu'il fallait pour la sécurité de nos élèves. Prenons l'exemple d'une école primaire. Donc, les enfants rentrent le matin avec le masque au visage. Peut-être pas pour les plus jeunes, par contre? Non, pas pour les plus jeunes. 5e, 6e année ont le masque. Ils rentrent avec le masque. Ils sont dans le transport avec le masque également. Ouais. Les plus jeunes, c'est suggéré fortement, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ils rentrent. Ils s'en vont dans leur classe. Ils sont avec une bulle dans leur classe. C'est leur classe, c'est la bulle classe. Et ça veut dire qu'ils se suivent à l'heure du dîner. Ils se suivent dans cette bulle-là. On essaie au niveau des récréations qu'ils soient ensemble, même s'ils peuvent être un peu plus mêlés. On essaie de conserver les bulles le plus possible. Il ne faut pas oublier que c'est des enfants. Au service de garde, bien, on sait que certains quittent pour la maison, d'autres non. Donc, c'est là que les bulles se mélangent un peu, mais il y a tous les protocoles de lavage des mains régulièrement, de faire attention d'être à 1 mètre de distance. On a tous ces protocoles-là. Et les enfants ont quand même eu une bonne pratique pendant l'été. Et ceux qui étaient présents au mois de mai ont eu une bonne pratique. On n'a pas à faire tant de discipline que ça. Et on n'a pas eu, à part 2 cas qu'on a eu dans notre centre de service, on n'a pas eu de cas comme tel. Et c'est des cas qui sont arrivés dès la première semaine. Donc, c'est sans doute des enfants qui avaient attrapé la COVID avant de la rentrée scolaire. Bon, quand il y a un cas, parce que là, dans le fond, vous parlez principalement de celui de Marieville, je présume? Il y en a eu 2 à Marieville. 2 à Manoir et à l'école de Ramsey. Bon.
Quand ça arrive, il se passe quoi? Bon, on communique avec les parents. Est-ce qu'on isole la bulle? Est-ce que, dans le fond, le groupe bulle ne vient plus à l'école pendant une période donnée? Bref, qu'est-ce qui arrive quand un cas se déclare ou si on est en attente de dépistage? Il faut comprendre que quand ça arrive, on est en lien avec la santé publique. Donc, on est en lien avec la santé publique. C'est la santé publique qui prend les orientations. On envoie des lettres, on avertit les parents de la classe. Les parents de l'école sont avisés également parce que c'est important. Et la santé publique peut décider qu'elle va mettre en quarantaine le groupe au complet ou tout le cycle au complet. Donc, c'est elle qui prend cette orientation-là. Nous, on avise les parents, on prend le temps d'appeler. On a vraiment là des genres de petites cellules de crise qui permettent de faire les téléphones rapidement. Et là, les enfants sont en quarantaine pour 10 à 14 jours, là, tout dépendant de l'orientation de la santé publique. Et dans le cas de Marieville, qu'est-ce qu'on a fait? C'est exactement ce qu'on a fait. Exactement ça? C'est exactement ce qu'on a fait dans le cas de Marieville. Les tests dans ces cas-ci se sont avérés positifs? Oui, c'est que le test était positif. Okay. Donc, quand l'enfant est en attente de test, là, pour le moment, c'est pas cette procédure-là qu'on prend. Quand le test est positif, c'est celle-là qu'on prend. Okay. Mais il n'y a pas eu de moi, ce que j'appellerais des dommages collatéraux. Donc, il n'y a pas eu de cas d'infection auprès des collègues des cas en question. Pour le moment, aujourd'hui, à cette heure-ci, on n'a aucun employé et pas d'autres cas là, de COVID là, dans nos écoles. Là. Donc, on poursuit là, nos mesures d'hygiène, de salubrité tout autour là, de nos élèves. Là. Bon, qu'en est-il du transport scolaire? Parce que là aussi, il y avait un enjeu sur le nombre de jeunes qu'on peut avoir dans un autobus. Comment ça se passe? Transport scolaire, on avait donné le transport scolaire à tout ce qu'on appelle nos ayants droit, donc des élèves qui ont le droit au transport. On ne pouvait pas le donner aux places disponibles ou dans certains cas, là, donc ça a créé toute une vague, c'est certain, mais on n'avait pas le choix parce qu'au lieu de 60, 70 élèves dans le transport, on devait en mettre 44 quand le chauffeur n'est pas protégé, puis 48 quand il est protégé, là, quand il y a un plexiglas. Donc, on a réussi, par contre, et c'est un tour de force, en augmentant notre kilométrage, en faisant des deuxièmes vagues de transport, à tout combler nos ayants droit. Présentement, oui, on a réussi. Sans ajouter d'autobus? On a ajouté seulement du kilométrage. Ça veut dire qu'on a fait 2 vagues. Donc, l'autobus fait 2 vagues avant d'aller mener tous les élèves de l'école. Et les 2 vagues, on a fait ça pour 18 écoles à peu près dans le centre de service. C'était tout un travail. Maintenant, on attend le 30 septembre, puis là, on va regarder dans nos autobus, là, est-ce qu'on a des places disponibles, puis on va regarder là, si on peut accommoder certains parents. Donc ça, c'est venu beaucoup nous aider, mais ça a été un travail là, vraiment important, là, presque jour et nuit, de la part de l'équipe du transport. Bon. Est-ce qu'il y a une différence ou il n'y en a pas vraiment entre la gestion d'une école en temps de pandémie pour une école primaire versus une polyvalente de 1000, 1500 ou 2000 élèves, là, comme on peut en avoir sur le territoire, entre autres avec Armand-Racicot ou même du côté d'Iberville avec Landry ou d'autres sur le territoire. Est-ce que pour vous, ça fait une différence d'avoir une école primaire à 300 élèves ou une école secondaire à 1500 élèves? Il y a une différence à cause de l'âge des élèves. Là. On sait que notre 4e et 5e secondaire sont un petit peu plus vieux. Ouais. Et nos écoles à Saint-Jean-sur-Richelieu débordent en passant. Ouais. Hein? Donc, il a été certain qu'on a, pour les élèves de 4e et 5e secondaire, dans certaines écoles, pas dans toutes nos écoles, c'est du 50 % Ils font 50 % à la maison, 50 % en présentiel. Donc, ça demande toute une autre façon de structurer, là, les élèves, de structurer les groupes aussi. Il faut savoir qu'on est en surplus de clientèle à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. On est en surplus de clientèle aussi à Joséphine-Dandurand. Donc, c'était un défi énorme d'être capable de rentrer tous les élèves en conservant les bulles le plus possible. On sait qu'il peut... c'est des adolescents, il ne faut pas oublier, c'est des adolescents. Donc, en conservant le plus possible là, les bulles et pas mélanger les bulles, c'était toute une opération. On a réussi. On a réussi à rencontrer tous les critères que le ministère nous avait donnés. Mais c'est sûr qu'il y a des coûts associés à ça. Il y a des coûts associés à un ajout d'enseignants, un ajout de surveillance, un ajout là, au niveau de toute la conciergerie, de surveillance là, autour des élèves, près des autobus et tout ça. C'était toute une opération. Présentement, on est content parce que ça va très bien, très, très bien au secondaire. Puis les jeunes respectent là, beaucoup là, les règles qu'on met en place. Fait que ça, on se trouve bien chanceux en ce moment. Qu'en est-il pour les cours d'éducation physique, le parascolaire, le sport-études? Ça aussi, il y a des enjeux, là.
Oui, il y avait des enjeux, surtout avec les annonces là, qui ont eu lieu là, avant le 14 septembre. Là, on sait que le sport-études là, peut revenir à une sorte de normalité. Là. Mais nous, on a travaillé avec les organismes, puis en passant, je veux les remercier, les organismes là, autour des concentrations de sport-études et concentrations hors-études, etc., pour qu'ils puissent faire conserver les bulles. Donc, on a réussi dans plusieurs sports que nos élèves faisaient de conserver les bulles. Donc, plusieurs élèves ont pu continuer leur sport-études. Fait que ça, c'est positif pour nos élèves parce qu'on sait que c'est peut-être des fois la raison pour laquelle ils viennent à l'école. Donc, il ne fallait pas perdre ça de vue aussi, là. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin de leur sport. Donc, ça, on a pu conserver les bulles, pas dans tous les sports, mais au moins dans la plupart. Maintenant, il y a davantage de souplesse, fait qu'on est en train de retravailler là, pour pouvoir là, comme, être capable de remélanger un petit peu, mais on reste très prudent pour les bulles. Ils ont une raison d'être, ces bulles-là, là, pour protéger nos élèves. Là. Sentez-vous depuis les 2 dernières semaines, parce que c'est à peu près ça, là, depuis la rentrée scolaire, qu'il y a un taux d'absentéisme quand même élevé dans la mesure où, par prudence, il y a des enfants qui s'abstiennent de venir parce que papa, maman, une amie ou peu importe, quelqu'un dans l'entourage, je ne sais pas. Est-ce que vous sentez qu'au jour le jour, il y a quand même un taux d'absentéisme qui est plus élevé qu'à la normale? Je n'ai pas le calcul mathématique du taux d'absentéisme, mais j'ai l'impression que oui, il doit y avoir là, plus d'absentéisme, un petit peu plus. C'est normal parce que les gens ne se présentent pas à l'école tant quand ils ne sont pas certains là, qu'ils sont tous en santé ou qu'ils sont en attente de tests. Donc, il y a des choses qui ont changé avec la santé publique puis la CNSST. Donc, il y a des choses qui sont modifiées. Là. Quelquefois, un membre du personnel peut se présenter quand même à l'école quand il est en attente de son test. Souvent, ils font le choix de ne pas le faire. Mais on sent, oui, il y a sans doute davantage d'absentéisme des élèves et du personnel. Aussi, les deux. Et on sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, hein, vous savez ça. Donc, c'est sûr que ça vient complexifier les choses davantage, mais c'est une crise sanitaire. Hein. Dans une crise sanitaire, il faut s'attendre à ce que ces choses-là arrivent et on a toute une équipe là, qui travaille à trouver des remplaçants, à essayer de trouver des remplaçants qualifiés aussi. Là. Donc, et on essaie de combler là, les absences là, quand ils arrivent. Dernière question. Est-ce qu'on arrive quand même, dans certains cas, ou même en prévision d'un projet particulier, d'offrir le service d'école à la maison? Beaucoup de gens sont équipés aujourd'hui, Internet, caméra et tout ça, mais est-ce qu'on arrive à être capable de pouvoir implanter un service comme celui-ci? Donc, vous savez que nous, depuis l'an dernier, on a une école virtuelle qui, présentement, s'adresse aux primaires et aux secondaires. Pour nos élèves qui sont immunosupprimés, nos élèves qui ont des problèmes de santé, on en a environ 112 élèves dans cette école-là. Donc ça, c'est vraiment une belle initiative de nos services éducatifs et ça fonctionne très, très bien. On est en train aussi de développer là, tout ce qui est en ligne pour nos élèves de 4e et 5e secondaire en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Ça aussi, là, il y a des choses qui se mettent en place. Ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment pouvoir, si jamais il y avait un élève qui s'absentait, qu'il puisse poursuivre sa formation. Comme ouvrir un petit peu davantage là, le fait là, d'enseigner en ligne ou le fait de pouvoir se connecter à son cours. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Un élève ne sera pas sans service chez nous si jamais il doit rester à la maison. On a des services pour lui. Mais si jamais ça arrivait à plus grande échelle, il faut vraiment mettre en place les structures nécessaires pour ça. Le virtuel, c'est bien, mais les interactions, ça existe encore. C'est même essentiel. Puis on sait pour nos ados là, comment c'est essentiel. Nos petits aussi, les élèves étaient tellement contents de se voir. Tellement. Puis on voit qu'ils respectent là, la distance et tout ça. C'est très beau à voir dans les cours d'école, même si quelquefois on peut trouver ça triste. Dominique Lachapelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on poursuit sur le même sujet, mais cette fois pour le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On poursuit sur la thématique du bilan de la rentrée scolaire, cette fois du côté collégial, du côté du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec sa directrice générale Nathalie Baudouin. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça s'est passé dans les 2-3 dernières semaines? Bien, les cours ont commencé le 24 août dernier, mais on était déjà en planification, je vous dirais, en mai-juin dernier. Ça s'est quand même bien passé, malgré les circonstances, bien entendu. Il y a eu des activités d'accueil pour les nouveaux étudiants, ceux qui font la transition du secondaire au collégial. Donc, on a organisé des visites guidées par l'animation culturelle et socio-culturelle pour que les étudiants puissent venir découvrir leur nouveau collège, bien entendu, avec toutes les mesures de distanciation et tout ça. Il y a eu 500 jeunes qui ont participé à ces visites-là la première semaine avant la semaine de cours. Bon. Comment ça s'était passé au printemps? Parce qu'au printemps, quand même, vous avez réussi à maintenir un niveau d'activité quand même assez élevé, évidemment en faisant l'école à distance. Ça s'est quand même relativement bien passé. Moi, je vous dirais que ça s'est très bien passé. On a passé au mode numérique à vitesse grand V. On a plongé dans cette nouvelle aventure-là et on a été parmi le 30 % de collèges au Québec à offrir la formation à distance. Dès que le gouvernement a dit « Les cégeps, vous allez offrir de la formation à distance », on a été parmi les premiers à repartir les cours. Donc ça, on est très fiers de ça. Finalement, la session d'hiver s'est passée quand même, somme toute, dans les circonstances, très bien. Il n'y a pas eu trop de retard au niveau de la diplomation ou du résultat de certains cours? Non, pas vraiment de retard. Je vous dirais que les enseignants ont mis les bouchées doubles. La direction des études également, avec notre service informatique, avec beaucoup d'ateliers, beaucoup d'accompagnement. Tout le monde a mis la priorité de la réussite devant ces priorités-là. Depuis le 24 août, par contre, c'est une rentrée physique. Donc, c'est une présence physique dans les murs du collège. En fait, c'est hybride. On dit hybride. Je vais vous expliquer à Saint-Jean comment... Parce que là, on a des critères. On a les consignes de la Direction de la santé publique. On a la région de la Montérégie. On a nos bâtiments. On a un ancien séminaire avec des corridors qui ne sont pas très larges. Donc, on a passé au peigne fin chaque classe, chaque cours ont été analysés et on a établi 8 critères pour dire ces cours-là vont se faire en présentiel. Je parle de laboratoire en présence, donc tous les programmes techniques, les activités en présentiel pour des travaux de simulation également, les cours accueil de première session. Ces cours-là ont été priorisés. Cours écueil également. Les cours où la réussite, c'est plus un défi pour les étudiants, bien, on a privilégié le présentiel. Donc, il y a à peu près 30 % des cours qui se font en présentiel et l'autre pourcentage, c'est à distance. Vraiment à distance. Donc, c'est pas une journée sur deux comme au secondaire 4-5, là, où on alterne d'une journée à l'autre, parce qu'en même temps, au cégep, c'est assez difficile de faire une bulle classe. Je veux dire, au primaire, au secondaire, on décide que bon, c'est la même classe pour la journée. Tout le monde passe la journée, les profs tournent, puis on dîne ensemble. Au collège, on ne peut pas vraiment faire ça. C'est quasiment impensable. Non, effectivement. Et puis, au niveau de la désinfection, toutes les équipes ont été formées en fonction des nouvelles normes, parce qu'avant, on parlait de nettoyage du collège. Mais là, maintenant, c'est de la désinfection, comme dans les hôpitaux. Donc, toutes les équipes ont été formées en conséquence, mais il faut laisser le temps aussi à la désinfection. Donc, il y a des lieux qui sont vraiment attribués. Les étudiants peuvent même suivre des cours à distance au collège. Ça, on a mis ça en place rapidement. On a revu tout le système sans fil de la résidence. On a 83 % des étudiants qui sont en présentiel dans la résidence du collège. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent d'un peu partout
de différentes régions. Il y a des équipes intercollégiales sportives aussi. On attire beaucoup de jeunes qui veulent jouer et qui veulent participer à ces équipes-là. Donc, on a 83 % de la résidence qui est occupée et on a pris un étage au complet en cas d'éclosion de COVID pour la quarantaine, pour ne pas retourner ces jeunes-là. Et ça veut dire que les jeunes qui sont en résidence, ils sont physiquement au cégep, Oui. mais ils sont dans leur résidence avec leur ordinateur en train de suivre un cours. Ils peuvent suivre des cours à distance, ils peuvent aller à la bibliothèque. Toute l'équipe de la bibliothèque donne des cours et donne un soutien aux étudiants au niveau technologique. Il y a des laboratoires informatiques qui ont été revus et qui sont planifiés en fonction des étudiants qui, par exemple, suivent un cours en présentiel. Après, tout de suite après, il y a un cours à distance. Mais il peut aller s'installer à la bibliothèque, il peut aller dans un laboratoire. Donc, on a... Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un élève qui suit quelques cours peuvent être, comme vous dites, en présentiel, mais d'autres cours se font à distance, là. Ça varie d'un élève à l'autre, d'un cours à l'autre. Oui, mais on a mis vraiment l'accent sur la première session parce qu'on sait qu'au collégial, la première session, c'est crucial au niveau de la réussite. Donc ça a été une priorité pour la direction des études, en lien avec toutes les études qu'on a au niveau de la réussite. Est-ce que vos collègues des autres cégeps au Québec, est-ce que le protocole ressemble un peu à ça aussi? Ils sont un peu dans ce même genre de canevas, de formule hybride, on priorise la présence, dans d'autres cas pas? Tout à fait. Vraiment, parce qu'on a des rencontres régulières à toutes les semaines, l'ensemble des directeurs généraux des cégeps en Zoom, et on partage nos pratiques, nos décisions, notre réalité. Je vous dirais qu'à Saint-Jean, c'est très similaire à des collèges de pareille taille avec la population étudiante. On a autour de 3200 étudiants. Et on est en déficit d'espace. Donc, au niveau de la cafétéria et tout ça, tous les espaces communs, c'est sûr que c'est pas comme le collège, par exemple, de Matane ou de Bécomo qui ont des étudiants, mais qui pourraient en prendre plus. Eux ont pu donner un peu plus de cours en présentiel, mais avec les risques quand même qui sont parfois associés. Bon, parce que ça, c'était mon autre question. On sait évidemment que le collège ici à Saint-Jean est un vieux bâtiment. Donc, des corridors pas très larges. En même temps, vous étiez déjà en déficit d'espace avant même que la pandémie se déclare. Donc, ça vient doublement compliquer les affaires, alors. Oui, tout à fait. Mais je vous dirais qu'on a tenté d'aller le plus simplement possible, en respect des consignes, aussi dans la mission du collège pour favoriser la réussite. Donc, il y a des activités quand même culturelles, sportives qui sont organisées par petits groupes. On essaie de faire vivre la meilleure expérience possible dans les circonstances. Bon. Sentez-vous qu'il y a plus d'absentéisme que par le passé, autant de la part du personnel que des élèves eux-mêmes qui sont en attente d'un test ou un proche est en attente d'un test, et ainsi de suite? On connaît un peu là, les impacts. Comment ça se déroule? Pour le personnel, je n'ai pas noté plus d'absentéisme pour le moment. C'est sûr qu'on suit la situation de près avec la direction des ressources humaines. Pour les étudiants, non plus. On me dit du côté des services aux étudiants et de la direction des études que ça se passe bien. La rentrée s'est bien passée à Saint-Jean, là. Ça, je dois le dire. Malgré les circonstances, il est évident qu'on aurait aimé en accueillir davantage. Le contact est très important. On sait, la vie collégiale, ça se passe dans les murs du collège, mais ça s'est quand même, somme toute, bien passé. Bon. Ça risque d'arriver. Comment on se prépare à un possible cas? Ou comment on arrive à mettre en place, je ne sais pas, mais un élève qui dit il doit assister à un cours qui est évidemment où la présence est requise, puis là, il apprend que quelqu'un de son entourage est en attente d'un test, il vient pas, est-ce qu'on teste la classe ou non? Comment ça se passe, ce bout-là? On est en lien direct avec la direction de la santé publique. On a un formulaire d'autodéclaration que chaque personne qui se présente au collège chaque jour, doit remplir. Moi, je le remplis quand je me présente au collège. L'ensemble du personnel doit le remplir. L'ensemble des étudiants doivent remplir ce formulaire-là qui est sur la page d'accueil du collège, en premier, dans un encadré bien en évidence, un plan de communication. Toutes les consignes ont été diffusées, rediffusées à l'ensemble de la communauté collégiale. Et si les gens cochent une case, le formulaire, il est très conforme en lien avec les directives de la santé publique. Bien, ça dit qu'il ne doit pas se présenter. On a un protocole d'urgence qu'on a commencé à travailler puis qu'on a établi
au mois de mars dernier. Là, on doit le remettre demain au ministère, mais nous, on était déjà très avancés. Donc, on a tout un protocole dans un cas où un étudiant présenterait des symptômes lorsqu'il va être au collège. Ce n'est pas arrivé encore, fort heureusement, mais on est quand même prêt pour faire face à la situation avec la santé publique. Parce que directement, on va parler avec la santé publique et c'est le protocole de la santé publique avec notre conseillère en santé et sécurité qui va faire le suivi. Mais si un étudiant a des symptômes, il appelle au registrariat du collège. Le port du masque. Oui. Actuellement, c'est principalement dans les déplacements. Une fois assis dans la salle de cours, est-ce que les élèves peuvent enlever le masque? Oui, avec la distanciation sociale, tout à fait. Mais dans toutes les places communes, les corridors, quand ils se présentent au service aux étudiants, au service d'aide psychosociale, les étudiants sont masqués. Et je constate un beau respect, ça je dois le dire aussi, là, de la part des étudiants. Quand on a eu les activités d'accueil, il y avait la distanciation. Tous les étudiants portaient des masques, on fait des rappels sur nos médias internes, etc. Donc, oui, lorsqu'ils se déplacent, l'étudiant et les membres du personnel, on respecte à la lettre les règles. Dernière question, les équipes sportives sont toujours en action, les géants, le football et tout ça, et les autres équipes? En entraînement. Donc, ça, on a reparti ça en juin. Et là, on attend des règles plus claires du RSEQ et on va statuer aujourd'hui, au plus tard demain, pour voir qu'est-ce que les autres collèges vont faire aussi. Mais nous, on considère que le sport, toute activité physique, c'est très important dans le parcours, dans la réussite. Donc, on attend les consignes aujourd'hui. Il pourrait y avoir une saison de football cet automne. Et il pourrait y avoir aussi probablement quelques spectateurs dans les gradins. On est en C'est 250. C'est ça, ouais. C'est 250 maximum avec la distanciation. Mais la saison n'est sociale. pas confirmée encore. Non. On est là aujourd'hui même. C'est ça qu'on va prendre la décision. Nathalie Baudouin, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche de bénévoles pour la plantation d'arbustes. Ça va se tenir le 26 septembre prochain, donc dans quelques jours, quelques semaines à peine. Pour les personnes qui ont de l'intérêt, vous pouvez vous inscrire par courriel à environnement@commercial.sjsr.ca. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye bye.